Bonsoir. Je suis en fait très très heureuse d'être ici grâce à Manuel Bamberger parce qu'effectivement les problématiques de ce séminaire me concernent vraiment. C'est vraiment les trois colonnes vertébrales de mon œuvre. Et je parlerai aussi beaucoup d'émancipation. Donc, pour commencer, je voudrais vous parler des images. Ah, elles sont plus là, il faut me les remettre. Est-ce que quelqu'un peut me les remettre ? Voilà, je commence à vous parler de cette œuvre que vous avez vue depuis tout à l'heure, qui est pour moi très importante. C'est en fait un manifeste. Et c'est un manifeste, on pourrait dire, à plusieurs grilles de lecture. En fait, ça s'appelle « La liberté en écorché ». Et j'ai voulu faire un autoportrait de moi en écorché. Pourquoi ? Parce que je pense que la plupart des artistes sont des écorchés, pas tous, mais il y en a beaucoup. Et moi, à tel point que j'ai dû m'écorcher moi-même pour faire œuvre. Mais aussi, cette œuvre qui est un manifeste, et la plupart de mes œuvres sont des manifestes, dit beaucoup d'autres choses. En fait, quand on ne voit pas la couleur de la peau, le racisme ne peut pas s'inscrire. On ne sait pas si c'est blanc, noir, jaune, etc. Donc c'était important pour moi que cette liberté soit représentée en écorché. C'était important que ce soit une représentation de moi, c'est-à-dire une autre, mais à travers les nouvelles technologies. Car il n'y a pas une seule photo de moi dans cette œuvre, c'est entièrement fabriqué par le logiciel, la machine à qui, bien sûr, j'ai donné les ordres. Et j'ai voulu montrer un corps de femme qui n'a rien à voir avec les stéréotypes habituels qu'on nous propose dans les podiums de mode, avec des corps décharnés, anorexiques. Notre époque n'aime pas la chair. Donc pour moi, c'était important de fabriquer une femme forte, une femme lourde, une femme mature, avec un corps qui est rarement montré. D'autre part, comme dans plusieurs de mes œuvres, j'ai voulu mélanger des temps. Et j'ai mélangé le temps des planches anatomiques de Vézal et aussi une lecture cyberculture du corps. Puisqu'il y a ces prothèses qui, pour moi, sont importantes, qui sont des prothèses en verre acide, soit une prothèse permanente qui sont ces bosses que j'ai fait mettre sur mes tempes, et puis les autres qui m'ont servi pour certaines de mes opérations chirurgicales. Donc ces deux temps sont ensemble pour fabriquer, construire cette image, pour qu'on puisse penser non seulement au présent, mais au passé et aussi au futur du corps. Cet avatar, je peux lui faire faire tout ce que je veux comme mouvement, prend au ralenti la position de la Statue de la Liberté, parce qu'à l'heure actuelle, eh bien, effectivement, beaucoup de nos libertés sont complètement séphiloches. Par exemple, il est interdit de montrer un corps, et particulièrement pour les femmes, un homme peut montrer ses seins, mais une femme ne peut pas les montrer. Sinon, le blog est immédiatement fermé, ou bien le sein est flouté. Donc tout ça est vraiment abominable. On est un peu à une époque comme du temps où on reculotait les chefs-d'œuvre de Michel-Ange à la chapelle Sixtine. Et pour moi, c'est vraiment quelque chose d'insupportable parce que c'est vraiment une censure pour quelqu'un, pour tout le monde, mais pour une artiste qui travaille sur la représentation du corps, c'est vraiment devenu impossible. Alors, bien sûr,
il s'agit souvent de censure due à des esprits qui viennent, qui sont religieux. Donc, pour moi, c'est une aberration, puisque pour ceux qui croient en Dieu, moi je n'y crois pas, mais ceux qui y croient pensent que Dieu a fabriqué les êtres humains à son image. Donc normalement, ce sont des chefs-d'œuvre que l'on doit montrer sans arrêt, y compris la sexualité. C'est pas moi qui l'ai inventé. Ça serait ce fameux Dieu. Donc effectivement, tout ça est à montrer pour lui rendre hommage. Alors j'irai même plus loin, et je vais en choquer quelques-uns. Je suis pour éradiquer toutes les religions. Parce que les religions divisent, créent les guerres, mais surtout, donc créent des communautés qui sont complètement figées sur elles-mêmes, avec une fixité totale d'identité, et qui se montent contre les autres communautés. Mais surtout, parce que ça est fabriqué par les hommes, pour les hommes, et pour maintenir le patriarcat et la misogynie qui va avec. Donc tout ça est absolument très très énervant, en tout cas pour moi. Donc, ne vous inquiétez pas, j'aime les hommes. Il y a des hommes dans cette salle, je voudrais le dire haut et fort, mais j'aime les hommes, mais pas n'importe quel homme. J'aime les êtres humains qui sont fantastiques. En tout cas, ceux qui ne harcèlent pas, qui ne battent pas, qui ne violent pas, qui ne tuent pas. J'imagine qu'il y en a quelques-uns dans la salle qui sont comme ça. Bravo, bravo, je vous remercie. Je voudrais maintenant, on va aller sur le PowerPoint. Alors, je voudrais me présenter. Je suis Orlan, entre autres, et dans la mesure du possible. Et mon nom s'écrit chaque lettre en capitale, parce que je ne veux pas qu'on me fasse rentrer dans les rangs, je ne veux pas qu'on me fasse rentrer dans la ligne. Pour moi, c'est très important, c'est comme l'écriture inclusive. C'est féministe, et c'est pour dire aux femmes vraiment de sortir de l'ombre. Là, tout à coup, tout à l'heure encore, j'ai demandé à deux femmes de se présenter, et elles se sont présentées par leur prénom. Marie, Mania, oui. J'ai demandé la même chose à des hommes, et ils se sont présentés avec leur nom et leur prénom, et ils ont dit très facilement leur rôle dans la société. Donc, effectivement, il y a encore beaucoup de travail à faire. Mais pour en revenir au PowerPoint, je vous ai mis plusieurs apparences de moi. Je n'ai pas mis étant bébé, mais vous pouvez m'imaginer bébé, si vous le voulez, ou adolescente. Pour moi, ce que je veux dire à travers ça, c'est que dans la vie, on n'a pas qu'un corps, on a des corps, et des corps successifs. Et donc la nature nous montre la voie de la transformation. Donc je me suis transformé en prenant exemple sur la nature. Donc c'est vraiment important de se dire ça, et non seulement ces corps sont différents, mais en plus, ils sont chacun, et année après année, minute après minute, différents, suivant s'ils sont joyeux, s'ils sont tristes, s'ils ont des pensées pour le monde ou pour soi-même, s'ils sont malades, s'ils ont un handicap passager, s'ils sont douloureux, s'ils sont malades, eh bien, effectivement, notre apparence et notre visagéité changent. Donc, on est dans ces changements successifs. On est sans arrêt l'autre. L'autre de soi-même. On se croit toujours soi, mais par exemple, on dit « je suis ». Pour moi, c'est une aberration. J'essaye de dire le plus possible « je somme ».
Parce qu'effectivement, nous sommes absolument fabriqués par les autres. Le moi est vraiment une fiction. Et donc, on est sans arrêt fabriqué, et à la fois par les paroles qu'on a entendues de ses parents en étant jeunes. La plupart du temps, les parents vous inculquent des idées et des pensées qui ont 50, 100 ans, voire plus. Donc, le problème est de rajeunir et de faire partie de notre époque et de notre temps. Ça, c'est une remontée extrêmement difficile. Il faut de l'entraînement pour le faire. Et il faut s'émanciper de ces émancipations successives. Donc, il y a non seulement les parents, mais il y a bien sûr la classe sociale, l'environnement, la religion qu'on vous a donnée, ce qui est pour moi, bien sûr, un abus de pouvoir, parce qu'on ne peut pas donner une religion à quelqu'un qui n'est pas capable de dire s'il est d'accord ou s'il n'est pas d'accord. Donc, voilà comment je voulais vous me présenter, mais aussi je voulais vous dire, pour lire mon travail, il faut comprendre que je ne suis pas une artiste assujettie à un matériau, à une pratique artistique, ou à une technique ou à une technologie, qu'elle soit ancienne ou actuelle. Ce que je veux, et j'ai cette prétention, c'est de dire des choses importantes pour mon époque. Et pour ce faire, j'interroge des problèmes de société, des phénomènes de société. Et c'est uniquement quand je les ai vraiment travaillés, élaborés, que je me demande dans quelle matérialité je vais les construire. Vous voyez beaucoup de photos, là c'est tous les débuts du travail qui est sur le corps sculpture. Mais je considère aussi le corps comme un matériau parmi des matériaux. Et ça, c'est vraiment extrêmement important pour moi, parce que je considère qu'on est un corps, rien qu'un corps, absolument un corps, et c'est mon corps qui pense. Toute ma vie, j'ai essayé de sortir du cadre. Donc des formatages successifs qui nous sont donnés, mais même souvent qu'on s'invente, qu'on se donne. Donc toute ma vie, avec masque ou sans masque, j'ai essayé, tenté, et parfois j'y suis arrivé, pas toujours, parce que c'est très difficile de se débarrasser de son enfance. Mais en tout cas, j'ai essayé. Alors, là, il y a une œuvre très amusante, parce que le titre de ma conférence, c'est « Femmes avec tête », et là, c'est « Femmes sans tête », mais avec queue. Vous allez la voir, elle va arriver, la voilà. Donc, j'ai toujours assumé mon corps, ma nudité, mais toujours en prenant des poses qui n'étaient pas données par la séduction féminine habituelle. Vous savez, tous ces trucs-là, tous ces gestiques féminines apprises et considérées comme la bonne pour séduire. Donc j'ai essayé toujours de me décaler. Je déteste les règles et je les dérègle. Et je déteste les règles dans tous les sens du terme. Donc voilà, là aussi c'est un corps sculpture. Je voudrais vous dire aussi que pour moi le corps, il y a beaucoup d'autres qui l'ont dit, est politique. Et que tout ce qu'on fait est politique. Le privé est politique. Ce qu'on voit, ce que l'on pense est politique. Donc pour moi, c'est vraiment extrêmement important de mettre l'accent sur toute cette série des corps sculptures que j'ai fait vraiment très très jeune. Alors, striptease avec les draps du trousseau. Vous savez, il y a quelques personnes qui ont à peu près mon âge. Les mères donnaient à leurs filles un trousseau, une dot, mais dans lequel il y avait des draps qu'il fallait ourler, broder, et bien sûr, on m'a appris cette impuissance-là. Et donc là, moi, j'en ai fait toute autre chose. Je me suis déguisé, stripteasé,
jusqu'à citer l'histoire de l'art, la naissance de Vénus de Botticelli, mais aussi, vous avez vu la dernière image, était un tas de draps, comme une espèce de chrysalide, dont on ne savait pas quel corps allait naître. Là, il s'agissait, les yeux fermés ou avec un bandeau, de broder les taches de sperme qui avaient été au préalable repérées avec un lavis, parce que le lavis ne prend pas sur le sperme, vous pouvez en faire l'essai. Et aussi, j'ai commencé à vendre mon corps avant de vendre mes baisers sur des marchés. Et je suis une artiste, et je crois la première, qui a fait beaucoup d'effigies de mon corps collées sur bois, en photographie, collées sur bois, grandeur nature. Et là, je vendais des bouts de mon corps à côté de gens qui vendaient des pommes, des poires et autre chose dans le marché. Et vous voyez, il y a écrit « Est-ce que mon corps m'appartient réellement ?» et aussi, surtout, « Garantie pur Orlan, sans colorant ni conservateur ». Vous voyez, j'étais déjà écolo il y a longtemps. Donc, c'est une performance que j'ai faite au Portugal et qui a été très très choquante en fait pour les gens qui étaient là, à tel point qu'on m'a attrapé, on a essayé de me battre, etc. Et je me suis sauvé. Alors, s'habiller de sa propre nudité, aussi, j'ai fait ça bien avant que Jean-Paul Gaultier fasse des robes avec un corps imprimé. J'ai fait ça quand personne ne le faisait. Et c'était intéressant parce que c'était aussi une manière de ne pas se faire arrêter par la police, parce qu'on a essayé, mais en fait j'étais habillé de la tête aux pieds, j'avais dans mon sac bien sûr mon passeport, donc il n'y avait pas la coche qu'on pouvait cocher pour m'emmener au commissariat. Donc j'ai toujours essayé effectivement d'aller le plus loin possible par rapport à la loi. Le baiser de l'artiste, c'est vraiment une œuvre avec laquelle je peux noter avant et après ma vie. J'ai été immédiatement renvoyé de l'école dans laquelle j'enseignais. Vous voyez, c'était avant tout une sculpture. C'est très long, ça faisait 1,70 m au moins de large et de hauteur. Toujours pareil, avec une photo de moi collée sur bois et détourée. Et on pouvait mettre à Saint-Orlan un cierge pour 5 francs, ou bien choisir d'avoir un baiser. Alors on mettait la pièce là, elle tombait dans l'œsophage, on la voyait tomber jusqu'au pubis tiroir. Et c'était vraiment pour moi extrêmement important de faire ça à la foire, à la FIAC, au Grand Palais, et c'était bien sûr pas un bisou enfantin, c'était un French kiss. Et c'était au Grand Palais avec la langue, c'est normal puisque c'était au Grand Palais. Donc voilà mes manières de dérégler ou de parler de l'art et du marché de l'art, parce que en fait ça illustrait un texte face à une société de maires et de marchands. Et là on voit mes étudiants qui ont essayé de me faire réintégrer l'école, parce que j'ai été renvoyé par un télégramme qui disait « Ton attitude de ces derniers jours sont incompatibles avec ton rôle de formateur, tous tes cours sont suspendus, nous aviserons pour ton compte. » C'était absolument illégal, mais il n'empêche que j'ai été renvoyé de cette école. Là, c'est une chose que j'ai fait par rapport à un tableau, mais il y en avait beaucoup d'autres au Louvre, où il n'y avait pas de poils. C'était à poil sans poil. Et le Louvre nous avait tout interdit. On ne pouvait pas venir faire une performance s'il y avait un attroupement, si on se dénudait, si on avait des accessoires, de la musique, etc. Alors moi, j'ai pris un grand manteau, et puis en fait, tout était dessous et dans les poches.
Et donc, j'arrachais le triangle de représentation des poils. Dessous, il y avait mes vrais poils que j'avais au préalable coupés et recollés avec de la colle à postiche. Je sortais on aurait pu remettre en arrière, peut-être, je ne sais pas. On peut peut-être y arriver. Oui, on va la mettre. Voilà. Et donc, j'arrachais les poils pour mettre ces poils sur la palette, qui était une palette malade, avec du tricot stérile, et je mettais les tas de poils sur les croix de tricot stérile. Et donc ensuite, j'étais avec le pubis nu, et avec un pinceau à enduit de peinture que j'avais dans la poche, je le sortais et je repeignais les poils. Et voilà, la performance était finie. Et entre-temps, la sécurité avait essayé d'interrompre. Mais comme tout le monde était assis par terre, le temps qu'ils en enlèvent un, puis deux, puis trois, etc., la performance était terminée. Donc j'ai tout à fait eu le temps de faire ce que je voulais faire. Alors, les tableaux vivants, pour moi aussi, ont été toute une série de ma vie aussi très importante. Et j'ai fait beaucoup de choses à partir de cela et à partir aussi des draps du trousseau. Et je suis allé voir comment les peintres, hommes, avaient mis le corps des femmes dans les tableaux. Donc, c'était une revisitation, on pourrait dire, de ce qu'était mon corps et le corps des femmes. Alors, puisque je parle des femmes, on a dit que les femmes étaient le monstre de l'homme, et on a dit aussi que le baroque était le monstre du classique. Donc j'ai voulu interroger ces deux monstres. Et j'ai travaillé sur le baroque pendant très très longtemps, et vous savez combien la France déteste le baroque, puisqu'on a quand même fait venir le Bernin, mais qui n'a pas pu construire son aile du Louvre comme prévu. Et effectivement, quand on veut dire quelque chose de désagréable sur une œuvre, on dit c'est baroque. Alors, il y a kitsch aussi. Ça m'a toujours amusé qu'il y ait comme ça des insultes fabriquées, stéréotypées, parce que bien sûr, il y a baroque et baroque, et il y a beaucoup d'artistes contemporains qui ont repris les idées du baroque, parce que moi, la leçon du baroque que j'ai tirée, qui me paraît la plus importante et la plus intéressante pour moi, c'est que on ne voit pas, par exemple, la Sainte Thérèse, Lacan en a beaucoup parlé, et c'est le bien et le mal. Alors qu'en fait, la culture judéo-chrétienne nous apprend à sataniser une des parties en mettant le bien d'un côté et le mal de l'autre. C'est ce « et » au lieu du « ou » qui, moi, m'a permis de faire beaucoup d'œuvres, dont celle-ci, par exemple, où on voit effectivement la croix blanche et la croix noire. On voit des moniteurs avec des images de vidéo et aussi des parpaings qui sont des matériaux de construction, mais derrière des briques qui sont des fausses. Donc il y a le vrai, le faux, le semblant, l'ancien, l'actuel, et bien sûr, les plis. Et là, on voit la Vierge blanche et la Vierge noire en même temps. Alors, je vous montre un peu l'ensemble de mon travail parce que souvent, on me pense uniquement artiste de la performance. Et c'est quelque chose qui m'agace beaucoup, beaucoup, beaucoup. Je suis une artiste, point. Mais il est vrai que les performances ont fait toujours scandale, en tout cas c'est pas de ma faute, c'est de la faute des médias. Et donc effectivement, au niveau populaire, tout le monde pense d'abord, avant tout, à mes opérations chirurgicales, au baiser de l'artiste, etc. Mais effectivement, moi, il n'en est rien. Parfois, j'utilise la photo, la vidéo, mais aussi les nouvelles technologies, aussi la réalité augmentée, la robotique, l'intelligence artificielle, et beaucoup d'autres choses, sans aucun problème. Là, les self-hybridations, ce sont des œuvres qui ont eu
beaucoup de succès. Et mon idée était de sortir de mon ethnocentrisme et d'essayer d'approcher au plus près possible d'autres civilisations. Et en fait, ce qui est assez intéressant, c'est qu'à l'heure actuelle, avec l'interdiction en fait d'approcher l'autre, avec l'appropriation culturelle, je peux pratiquement plus montrer les images que vous allez voir bientôt. Donc on vous interdit d'être l'autre ou de vous mettre à la place de l'autre. Et ça, c'est quelque chose qui, pour moi, m'interroge beaucoup et est très inquiétant. Alors, les opérations chirurgicales performance, donc c'était un phénomène de société qui était la chirurgie esthétique. J'ai bien sûr interrogé beaucoup d'autres phénomènes de société. Et l'idée était non pas d'interdire la chirurgie esthétique, mais de la dérégler de ses habitudes. Et donc, moi, j'ai fait faire des opérations qui n'étaient pas censées apporter de la beauté, mais au contraire, de la monstruosité, de la laideur, de l'indésirabilité. Et c'est pour ça que j'ai posé ces deux bosses qui, effectivement, n'étaient pas censés apporter de la beauté, mais bien au contraire. Et au départ, ça a très bien marché. C'est-à-dire qu'on a dit toutes les choses abominables qu'on a dites sur les impressionnistes, on a dit à peu près les mêmes choses sur moi. C'est pas de l'art, elle est malade, elle est folle, ils étaient fous, bien sûr. Et donc, c'est d'une laideur abominable, j'étais d'une laideur abominable. Et puis maintenant, il m'arrive que certaines personnes me disent « Oh, Orlan, comme tu es belle !» Je dis « Mais tu as mal regardé, tu as mal regardé. Tu n'as pas vu, j'ai deux bosses. » On me dit « Oh, mais ça te va très bien. » Alors, c'est ce que je voulais démontrer. Qu'effectivement, on a des a priori par rapport à beaucoup de choses, mais aussi par rapport à la beauté, et que là, maintenant, ces bosses sont devenus des organes de séduction. C'est ma décapotable. Donc, c'est pour cela qu'il faut se méfier de tous les a priori et de tous les stéréotypes et de tout ce qu'on nous met dans la tête, comme étant le laid, le pas beau, l'autre. Donc, voilà ce que j'ai voulu faire avec ces opérations chirurgicales. Elles ont pris des aspects très différents. Elles ont été retransmises par satellite dans le monde entier parce qu'effectivement, à cette époque, il n'y avait pas de webcam, mais il fallait louer un réseau satellite. Ça coûtait cher. S'il fallait prendre un rendez-vous, ça pouvait être très long, l'attente. Et de plus, eh bien, ça ne marchait pas à tous les coups. Là, il se trouve que pour moi, ça a marché. Et effectivement, ça a marché, par exemple, avec le centre Georges Pompidou, où il y avait tout un panel de gens qui me posaient des questions en direct pendant l'opération, auxquelles je répondais. Le bloc opératoire était complètement décoré, avec, vous avez vu, des affiches de cinéma qui font partie de toute la suite du plan du film. Et je lisais. Moi, j'adore lire, et donc je lisais dans le bloc opératoire aussi, des textes qui, effectivement, parlaient de ce que j'étais en train de faire, d'une manière plus ou moins philosophique ou poétique. Donc, ces opérations chirurgicales ont été, bien sûr, très mal comprises, parce que les médias, les journalistes ont dit n'importe quoi, que j'avais fait 114 opérations chirurgicales, que j'en avais fait toute ma vie, que j'étais la plus grande masochiste au monde, alors qu'en fait, mon premier deal avec le chirurgien, c'était pas de douleur. Et effectivement, à l'heure actuelle, il est possible d'avoir un corps ouvert sans en souffrir, parce que c'est comme chez le dentiste. On vous fait une piqûre, et vous faites bon, une seconde. Et après, vous ne sentez rien, vous sentez des choses un peu bizarres, étonnantes, étranges. Donc je suis aussi toujours
étonné quand il y a des femmes qui veulent accoucher dans la douleur. La douleur, pour moi, c'est complètement anachronique. C'est comme si elles allaient chez le dentiste pour se faire arracher une dent, en disant « Oh, bah écoutez, il y a eu des milliers de personnes avant moi qui se sont fait arracher les dents sans anesthésie. Pourquoi me faire une piqûre ?» Donc, vous voyez, on a des a priori, on a intégré en tant que femme des choses qu'on nous a mis dans la tête, qui font partie effectivement de ce cadre qui nous empêche de penser, qui nous empêche de bouger. Donc pour moi, c'était vraiment très important. Vous avez vu, il y avait les Twin Towers qui maintenant n'existent plus, avec lesquels je me suis photographié dans l'image précédente. Donc toutes les opérations chirurgicales, comme n'importe quelle performance, a été faite pour faire des œuvres et des images. Et là, il y a beaucoup d'œuvres, dont une que vous pouvez voir en ce moment au centre Georges Pompidou, qui fait 14 mètres de long, que vous verrez peut-être ici, ou 16, je ne sais plus, et qui est issue des opérations chirurgicales. Mais ce ne sont pas que des traces. C'est toujours un travail plastique qui est fait à partir de cet imaginaire-là et à partir du concept de base. Ça, ce sont des dessins faits avec mes doigts et mon sang pendant l'opération chirurgicale. Donc, c'est des sortes d'autoportraits qui sont faits. Il y a aussi, ce que vous allez voir après, des sensuaires, c'est-à-dire des gaz médicaux imprégnés de mon sang et qui ressemblent à un sensuaire, voilà. C'est des photos en fait que j'ai prises dans le bloc opératoire et que j'ai intégrées sur les gaz de sang. Je peut-être, attendez, oui, on va continuer. Attendez, je vais peut-être aller un peu plus vite. Quelle heure est-il? Tout va bien? Alors voilà par exemple des œuvres. Là, c'est un texte de Michel Serres que je lis pendant l'opération chirurgicale, qui est vraiment pour moi très important. Et au milieu, il y a effectivement ma chair qui est préservée dans du bois et du plexiglas. Et c'est dans beaucoup de langues. Alors là, si on a le temps de le lire, le monstre courant, tatoué, ambidextre, hermaphrodite et métis, que pourrait-il nous faire voir à présent sous sa peau? Oui, le sang et la chair. La science parle des organes, de fonctions, de cellules et de molécules. Aïe, aïe, aïe. Je reviens en arrière. La science parle des organes, de fonctions, de cellules et de molécules pour avouer enfin qu'il y a beau temps que l'on ne parle plus de vie dans les laboratoires. Mais elle ne dit jamais la chair qui tout justement désigne le mélange en un lieu donné du corps, ici et maintenant, de muscles et de sang, de peau et de poils, d'os, de nerfs et de fonctions diverses qui mêlent donc ce que le savoir pertinent analyse. Donc, il y a pour le moment 14 reliquaires dans 14 langues différentes. C'était un rapport entre la chair et le verbe, et en essayant de faire que, non pas que le verbe devienne chair, mais que la chair devienne verbe. Voilà la pièce qui est à l'heure actuelle présentée d'une manière différente au centre Georges Pompidou. C'était en fait une mise en quarantaine du corps. Chaque jour, je venais mettre la photo du corps, et c'était une comparaison entre ce que faisait le corps après l'opération et puis le travail avec le numérique. Donc c'était une comparaison entre les deux. Donc ces fameuses défigurations, refigurations, c'est ces images-là que vous voyez, mais que j'ai pratiquement plus le droit d'exposer, puisque il est impossible de ressembler à l'autre, de se mélanger, de s'identifier, d'essayer de penser comme l'autre, ou de comprendre en profondeur une civilisation. Ces photos ont toutes été faites de la même manière, avec un référent qui est un référent que je suis allé faire à Mexico dans ce merveilleux musée d'anthropologie.
Et j'ai mélangé donc la photo de mon référent, la photo de la culture de l'autre, avec mon visage que j'ai retravaillé, en essayant qu'effectivement, tous ces personnages soient des... là, vous voyez, on voit une déformation du crâne. Ça, c'est vraiment une déformation qui est très, très importante. Et quand je suis allé au musée d'anthropologie, on m'a dit, mais vous venez chercher bien loin ce que vous avez chez vous. Et effectivement, il y a la Vierge à l'enfant de Rabastens, à côté d'Albi, qui, la Vierge a le crâne complètement déformé, et l'enfant aussi. Donc, on croit que c'est toujours les autres, mais même chez les Mérovingiens, il y avait ces déformations du crâne. Et vous pouvez essayer, si vous avez un bébé sous la main, vous mettez quelques bandelettes, vous serrez pas trop pour que ça fasse pas mal, et lorsque la fontanelle sera soudée, il y aura cette déformation. Là, c'est toute une série sur les Africaines à partir de photos ethnographiques. Moi, j'ai beaucoup voyagé en Afrique. Et je tenais à ce que les titres me mettent comme dans une tribu, visage de femme euro-stéphanoise avec bigoudi. C'était important pour moi que dans le titre, je mette cet humour-là et cette distance critique. Vous allez voir la prochaine qui est la plus importante pour moi. Je vais vite. Voilà. Alors celle-ci, elle démontre vraiment ce que je pense de la beauté. La beauté, en fait, ce sont uniquement des dictats de l'idéologie dominante en un point historique et géographique. Et effectivement, cette femme, avec son grand labret, eh bien, elle avait un succès fou. D'ailleurs, on le voit, elle est contente de ce qu'on sent qu'elle est forte, qu'elle aime sa séduction, parce qu'effectivement, dans sa tribu, le plus grand labret, plus on avait le plus grand labret, plus ça faisait bander les mecs. Donc, voilà, nous, on se ferait mettre un labret, homme ou femme, on serait hors circuit, on serait hors champ, on serait indésirable. Donc, c'est cette prise de conscience qu'effectivement nous donne les autres civilisations et nous font des démonstrations peut-être de choses qui existent complètement chez nous, dans notre tribu à nous. Donc c'était pour moi très important. Là c'est avec les Amérindiens indiens, on va peut-être aller un peu vite. Donc c'est toujours pareil, hein, c'est une photo du Smithsonian Museum. Je les ai mélangés, voilà. J'ai travaillé aussi avec mon ADN, avec mon séquençage ADN, au tout début où la police commençait à travailler avec le séquençage ADN. Et donc, on avait joué tout un jeu avec la directrice du musée, en allant voir effectivement la police, et en leur remettant à la fois un reliquaire et un sensuaire pour demander si c'était bien la même artiste qui avait fait les deux, et on a fait le séquençage de mon sang. Voilà. Donc, je voulais vous montrer toutes les choses avec lesquelles j'ai travaillé. Donc là, il s'agit à Perth, le groupe Symbiotica m'a invité à faire à résider. Et ce groupe Symbiotica, en fait, est très intéressant pour moi parce qu'ils sont végétariens et ils ne veulent plus qu'on élève des animaux, qu'on les torture, qu'on les tue. Ils veulent fabriquer du steak de grenouille, du steak de bœuf. Et moi, je leur ai demandé de fabriquer du steak d'orlan. Parce que quand même, il faut que je sache si j'ai bon goût, si j'ai mauvais goût. Hein, c'est le bon. Donc ça se fera plus tard, mais là, j'ai beaucoup travaillé avec eux en cultivant mes cellules. Et c'est pour ça que vous avez vu une biopsie. Je vais peut-être aller un peu vite, parce que vous allez me dire que je ne vous parle pas de l'autre. Moi, j'ai l'impression de vous parler de l'autre tout le temps. Mais je vais vous en parler vraiment. Bientôt.
Ça, c'est un bioréacteur. Un bioréacteur dans un laboratoire, ça ressemble à un réfrigérateur. Mais là, moi, j'ai fait fabriquer un bioréacteur qui est transparent. Ce que vous voyez en rouge, c'est pas mon imaginaire d'artiste, c'est vraiment le liquide normal de nourriture des cellules. Donc, voilà, je vais aller encore un peu plus vite. Ben, Claude. Donc ça aussi, j'ai fait beaucoup de sculptures, et c'est une sculpture qui a une programmation lumineuse. Cette sculpture, c'est un mélange entre un corps de femme africaine et mon corps. Et suivant le nombre de personnes qui sont autour, la programmation lumineuse est très différente. Et ce que vous avez sous les pieds, c'est en fait des atomes de coltan. Pour ceux qui connaissent le coltan, nous en avons absolument besoin pour nos ordinateurs, pour nos téléphones. Et en Afrique centrale, c'est abominable, vous pouvez regarder les sites. Il y a eu 5 millions de morts. En fait, c'est très difficile à extraire et c'est pas renouvelable. Et aussi, bien sûr, les tribus se font la guerre et les militaires font du trafic avec ce coltan pour avoir des armes. Donc ça entretient la guerre. Ça, ce sont des œuvres que j'ai faites avec mes scans médicaux. Et ce qui est intéressant de savoir, c'est que je suis allé faire de l'art pour faire ces scans à la clinique de Turin. Et ils ont découvert une grave infection. Et donc, ils ont pu me soigner. Moi, je croyais faire de l'art et en fait, je me suis fait soigner. Vous voyez, l'art est thérapeutique. Hein. Alors, je suis ni technophile ni technophobe. J'ai commencé par Art Accès Revue, qui était, vous savez, le Minitel, qui était l'ancêtre de l'Internet. Et j'ai travaillé donc avec. Alors, les masques de l'Opéra de Pékin, je voulais vous dire que, en fait, les femmes sont interdites à l'Opéra de Pékin et c'est les hommes qui jouent le rôle des femmes. Donc moi, en tant qu'artiste, j'ai fait scanner mon corps, je l'ai fait programmer, je l'ai fait articuler et il est capable, mon avatar, de faire toutes les acrobaties de l'Opéra de Pékin. Donc l'idée était de dérégler la règle de l'Opéra de Pékin. Et effectivement, ces œuvres servent de QR code. Et quand on a l'application Artivive, eh bien, il est possible de voir mes avatars qui sont ici et qui font les acrobaties de l'Opéra de Pékin et bien d'autres choses. Et on peut bien sûr se photographier avec mes avatars et photographier mon œuvre. Alors, je vais passer là-dessus. C'est culture de ma flore buccale, de ma flore vaginale et de ma flore intestinale. Là, j'ai fait un jeu vidéo où tuer n'est pas jouer, où jouer n'est pas tuer. Ce qui me paraissait, en tant que femme, très important de faire ce type de jeu vidéo. Alors, l'orlanoïde, c'est un striptease électronique et verbal. Et donc, j'ai construit, on pourrait dire, cette sculpture qui me ressemble un peu et auquel je peux m'identifier parce que je considère que le corps est une machine. Et là, c'est une machine qui me ressemble, qui parle avec ma voix, qui répond à toutes les questions du public avec beaucoup d'intelligence artificielle dans plusieurs langues. Et bien sûr, on a utilisé l'intelligence artificielle, et cette intelligence artificielle, je lui ai mis mon autobiographie, qui s'appelle Striptease, tout sur ma vie, tout sur mon art. Je lui ai donné toutes mes interviews, je lui ai donné tout ce que j'avais écrit, et effectivement, elle répond mais tellement mieux que moi, en sachant toujours toutes les dates, absolument. Elle ne fait jamais oui, alors je sais plus, c'était où. Non, elle est vraiment absolument parfaite.
bien mieux que moi. Bon, mais elle coûte très cher à transporter et à remettre en route. Alors j'ai fait, et vous le verrez pas là, parce que c'est tout nouveau, c'est exposé actuellement en Corée à la Biennale d'art de Gwangju. J'ai fait un hologramme et qui lui est plus facile à transporter et qui répond aussi à toutes les questions du public. Moi, je me suis toujours intéressé à l'interactivité, donc intéressé à l'autre, intéressé à ceux qui sont dans la salle ou qui viennent visiter une exposition, et qu'au lieu d'être passifs, ils puissent être actifs. Cette série est vraiment très très importante pour moi, ça s'appelle « Les femmes qui pleurent sont en colère », et effectivement, je suis parti d'une œuvre peinte par Picasso, plusieurs œuvres, plusieurs portraits, de Dora Maar. Et il l'a toujours peinte en train de pleurer. Je pense qu'il n'y avait pas des oignons, qu'il la faisait pleurer réellement. Et donc, je ne fais pas le procès de Picasso, ni de Dora Maar qui aurait pu se tirer, mais je dis à toutes les femmes, arrêtez de subir, arrêtez de pleurer, arrêtez de rester dans l'ombre, de rester derrière les mecs, apparaissez, parlez haut et fort, gueulez s'il le faut, faites-vous entendre et effectivement ayez de l'ambition et arrêtez de sortir et sortez des carcans et des cadres qui vous enferment dans un rôle qui n'est pas forcément le vôtre. Donc, cette série qui a été exposée au musée Picasso était pour dire cela à toutes les femmes. Donc voilà. Alors maintenant, ça c'est terrible parce que je t'autorise à être moi, je m'autorise à être toi. C'est grave, docteur. Et pour moi, c'est vraiment très important. C'est une série que je viens de faire, qui est encore qui continuera, où j'ai voulu rendre hommage en toute sororité à des femmes de l'histoire qui, bien avant moi, ont soutenu les mêmes causes, mais souvent en y laissant leur vie. Comme par exemple Olympe de Gouges, qui a laissé sa tête sous l'échafaud. Donc j'ai voulu rendre hommage à toutes ces femmes en m'hybridant avec elles et en leur faisant des hommages, des baisers d'artistes, on pourrait dire. Ada Lovelace est extraordinaire. C'est une pionnière. Vous voyez la machine qui est à droite? Eh bien, c'est elle qui l'a faite. Et c'est un programmateur. Et c'est pour ça que sa robe est en 1 et 0, etc. Parce que c'est grâce à elle que j'ai pu faire le Minitel, l'hologramme, enfin tout ce qui est technologie, c'est grâce à elle, mais pendant très très longtemps, elle est restée dans l'ombre. Je passe très vite, Marie Curie, Rosa Parks, ça c'est une œuvre, par exemple, j'expose à New York bientôt, et on m'a dit, il faut surtout pas mettre cette œuvre, parce que immédiatement, on te dirait que tu n'as pas le droit de te mélanger à une femme noire. Et on ne parlerait que de ça, tous les articles seraient là-dessus. Donc, on m'a dit de ne pas l'exposer. Donc, vous dire que pour le moment, l'appropriation culturelle, le wokisme est vraiment très très présent, en particulier aux États-Unis, mais pas que. Ça, je rends hommage à cette femme iranienne qui a enlevé son voile et qui a été mise en prison. Et en prison, on lui a dit, si tu remets pas ton voile, on va te tuer. Et elle a dit, vous pouvez me tuer, vous n'empêcherez jamais l'émancipation féminine. Et j'ai mis ça sur la coupole de la mosquée. Simone Veil, on lui rend un grand hommage parce que l'avortement est en train de régresser de partout dans le monde, en particulier aux États-Unis. Donc, grâce à elle, nous, on peut avoir la tête haute puisque l'avortement vient de rentrer dans la Constitution. Alors, je voudrais vous parler de mes dernières œuvres qui ont à voir avec le climat. Et
Pour moi, c'est vraiment très très important. Je mise sur une nouvelle vague de technologie qui serait une nouvelle vague équitable, responsable. C'est-à-dire une nouvelle vague qui serait capable de reconstruire ce qui a été détruit par les autres vagues de technologie. Des technologies qui continueraient à être innovantes, mais toujours au bénéfice des êtres vivants et en étant conscient des réactions en chaîne de tout ce qu'on fait au niveau des innovations. C'est pour cela que les robots qui me ressemblent sont faits avec des matériaux recyclés ou des objets recyclés, pour essayer de parler de cette nouvelle vague que j'espère. Maintenant, nous avons l'origine du monde. C'est bien sûr un tableau bien peint, mais pour moi qui est le tableau le plus horrible que l'on peut trouver. C'est-à-dire qui dit littéralement ce que toute la société dit, qui a coupé la tête, les bras et les jambes de cette femme pour qu'il n'y ait plus que le ventre, le côté reproduction et sexe, qui soit montré. Je pense que c'est vraiment l'œuvre d'un serial killer sadique, parce que quand même, il faut couper la tête et les bras et les jambes. Et moi, j'ai voulu voir ce qui se passait quand on faisait ça avec l'autre pendant de l'humanité, avec un homme. Et je l'ai appelé l'origine de la guerre. Est-ce qu'on peut fixer cette image? Est-ce que quelqu'un peut m'aider?